Donc tu regardes ton script et tu dis « Mais je crois que j'ai envie d'avoir des besoins, moi, en fait. » T'as créé assez de sécurité relationnelle aussi avec la personne qui t'accompagne, peut-être, ton coach, ton thérapeute, ton psy, etc. Tu commences à réguler ton système nerveux et maintenant tu dis « Mais je pense vraiment que j'ai des besoins. » Waouh. Guérir, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est revenir à soi, c'est revenir à la maison, revenir à qui on est déjà. Je regarde mon scénario et je me dis « J'aime plus trop ce scénario. Je sais même plus si je veux en faire partie, en fait. » Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode sur les relations et les schémas dans les relations. Les relations, grand sujet, des espaces où on peut être hyper activé, mais des espaces où il y a énormément de potentiel de guérison aussi, on va le voir dans cet épisode. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire en me disant que les épisodes ils sont très riches et en me disant voilà je vais avoir besoin de réécouter 2 fois l'épisode. Je sais que les épisodes sont très riches, peut-être pas tant en termes de concept, mais aussi parce que je donne beaucoup d'exemples et que très certainement vous vous reconnaissez dans les exemples que je donne, c'est souvent ce que vous me dites et c'est génial. Donc n'hésitez pas à réécouter les épisodes, prendre un carnet de notes, le mettre en pause quand il y a besoin et vous pouvez vraiment faire cet auto-coaching. J'espère et je souhaite que les épisodes de podcast servent à ça et que vous puissiez faire les travails, avancer et gagner en clarté. Alors sur les relations, dans nos relations, on a besoin de 3 choses. On a besoin de réciprocité, de co-régulation et d'espace. Je vais revenir rapidement sur chacune d'entre elles. Réciprocité, ça veut dire quoi ? C'est se poser la question, est-ce que mes besoins sont remplis dans cette relation ? Est-ce que les tempos de la relation aussi me conviennent. Alors les tempos de la relation, c'est les rythmes en fait finalement. Ça peut être des choses très concrètes, je sais pas moi, l'un travaille de nuit, l'autre travaille de jour, on se voit jamais, ça me va pas du tout. S'il n'y a pas de réciprocité rien que en fait dans la présence. Mais ça peut être aussi l'intimité émotionnelle, par exemple. J'aurais besoin qu'ils se confient davantage. Moi, je me confie beaucoup, puis c'est pas très réciproque, cette histoire. Voilà, c'est ça que j'appelle la réciprocité, les tempos de la relation. On a besoin de co-régulation aussi. La co-régulation, c'est ce fameux mécanisme entre 2 systèmes nerveux. La co-régulation, c'est beaucoup plus que le soutien. C'est vraiment un mécanisme physiologique, en fait. La co-régulation, c'est 2 systèmes nerveux qui se co-régulent. Ça veut dire qu'il y en a au moins un des 2 qui est dans la sécurité et l'autre peut emprunter la sécurité du système nerveux avec qui il co-régule. Donc, est-ce qu'on a ces moments de co-régulation où nos 2 systèmes nerveux, finalement, peuvent être en sécurité ? Est-ce qu'on se co-régule ? Une bonne question à se poser, c'est est-ce que dans cette relation, on se co-régule plus qu'on ne se dérégule ? Et puis de l'espace. De l'espace pour moi et de l'espace pour toutes les parties de moi, en fait. Est-ce que j'ai l'espace dans cette relation d'être moi de façon authentique ? Quand on parle des relations, il y a la question de nos schémas qui émergent. Et particulièrement, une question, c'est pourquoi est-ce que je vis toujours les mêmes schémas dans mes relations ? Et comment les changer quand ils ne me conviennent pas ? Surtout, c'est ça, la deuxième question qui est importante, comment les changer si ces schémas ne me conviennent pas ? Alors c'est sûr, les schémas qu'on trouve dans nos relations, ça va être lié à notre style d'attachement, ça c'est clair. Et je te renvoie à l'épisode 16 du podcast si tu veux approfondir ce sujet-là. Dans cet épisode, on va parler des systèmes familiaux, de la triangulation, de comment on peut se différencier de nos relations familiales dans le sens de prendre de la distance et comment on peut réparer quand il y a eu rupture. Parce que je sais que les relations, ça peut être source d'énormément d'anxiété, ça peut être très dérégulant, ça peut être très activant, très challengeant, mais on va le voir vraiment, je le répète, ça peut être des espaces de guérison aussi très très puissants. Alors parlons des systèmes familiaux. Je vais utiliser la métaphore d'une pièce de théâtre, je trouve que c'est une bonne métaphore pour parler de la famille. Dans une pièce de théâtre, chacun a un script. Et tant que chacun récite son texte, tout va bien, la pièce de théâtre roule, le scénario est respecté, tout va bien. Dans une pièce de théâtre, on a aussi des rôles. Chacun a son rôle. Et dans les systèmes familiaux, c'est la même chose. Chaque système familial a son propre scénario. On peut l'appeler comme ça. Ma famille, elle a un scénario, ta famille a un scénario, la famille de ton compagnon a un scénario, la famille de tes parents a un scénario, etc., etc. Et à un moment donné, dans notre système familial, dans ce scénario, on nous donne un rôle. Tiens, voilà ton rôle.
souvent c'est nos parents qui nous donnent le rôle, donc ça peut être, je sais pas, le bouc émissaire, celui qui prend pour les autres, ça peut être le rôle du sauveur. Toi, ton rôle, c'est de prendre soin des autres et de s'assurer que tout le monde va bien. Ça peut être le rôle de la personne qui surperforme, en anglais on dit overachiever, la personne qui surperforme, c'est comme ça que tu vas être aimé, performe et tu vas être aimé. Ça peut être l'enfant parentifié. Donc l'enfant qui doit s'occuper de ses parents plutôt que ses parents qui s'occupent de lui. Voilà, il y a plein de rôles qu'on peut nous donner comme ça. Et puis pour être en sécurité, on reste dans notre rôle. Si mon rôle c'était de pas porter ma voix, d'être discret, je reste toute petite, je me fais pas remarquer. Mais l'ennui, c'est qu'on croit que notre rôle c'est nous. Or c'est pas nous, c'est le rôle qui nous a été assigné. C'est pas moi, c'est pas ma personnalité de pas porter ma voix, de pas oser, c'est le rôle qui m'a été assigné. Et ça peut être hyper déroutant quand on commence à avoir cette conscience-là, parce qu'on pense vraiment que je suis la sauveuse. Bon, ça a été moi pendant des années, où je suis la personne qui surperforme et qui est tout le temps, qui a de l'énergie, qui est tout le temps là. Mais c'est pas moi, c'est juste une magnifique façon, et vraiment belle façon parce qu'elle est au service de notre survie. C'est juste une magnifique façon dont notre système s'est adapté pour répondre à nos besoins et qu'on puisse continuer à se développer dans cet environnement. Parce qu'il fallait bien qu'on grandisse, il fallait bien qu'on se développe. Parce que de quoi un humain il a besoin pour se développer ? Il a besoin de sécurité, il a besoin de connexion avec les autres, il a besoin d'un sentiment d'appartenance. Même si l'environnement est terrible et peut-être pas safe du tout d'ailleurs, on veut appartenir. C'est vraiment ce sens primaire d'appartenance à la tribu pour survivre. On a besoin d'appartenir, nos systèmes ils veulent appartenir. Et bien sûr on a besoin aussi d'être vu, entendu, considéré, ça va de soi. Et donc je reprends ma métaphore du scénario, on m'a donné mon rôle, on m'a donné mon script, et puis je vais dans ma vie d'adulte. Tu vas dans ta vie d'adulte, avec le script entre tes mains, avec le texte dessus, et imagine-toi là, en écoutant le podcast, imagine-toi littéralement avoir un petit livret entre les mains. Là, vous me voyez pas, mais je prends un livre entre mes mains. Et puis, ok, je vais dans ma vie d'adulte, je rencontre quelqu'un, puis je vais regarder dans mon livret, ok, est-ce que t'as des besoins, toi ? Parce que moi, j'ai pas de besoins. Ça, c'est le rôle que je joue. J'ai pas de besoins. T'as des besoins, toi ? Parfait, parce que moi, je cherche quelqu'un avec des besoins. Ma mère, elle avait des besoins, elle avait beaucoup de besoins. Ma mère, mon père, ils avaient des besoins. Tu veux participer à ma pièce de théâtre ? Et l'autre, il prend son livret, il regarde son scénario, et puis il dit, alors moi, je cherche quelqu'un qui se sacrifie, parce que c'est ce que j'avais à la maison, ma mère, elle se sacrifiait pour moi. Tu veux jouer ce rôle-là ? Toi, t'as pas de besoin ? Ah, c'est parfait, c'est ton rôle ? Ok, c'est parfait, nos scénarios, ils matchent. Et on y va, et on crée un nouveau scénario ensemble, qui est une réplique, en fait, de nos pièces familiales, et dans lequel nos rôles fit parfaitement. Je vous donne cet exemple parce que c'était à peu près l'exemple de ma relation précédente. J'étais avec quelqu'un pour qui les parents et la mère en particulier avaient tout fait et qui en conséquence avait beaucoup de besoin qu'on s'occupe de lui. Alors que moi, j'ai été connectée très tôt aux besoins de ma famille et j'ai appris très tôt à répondre aux besoins de tout le monde, c'était le rôle qui m'a été assigné. Faire tout bien, pour surtout pas mettre en colère mon père, protéger ma sœur, réconforter ma mère, voilà, il y avait tous ces besoins à remplir, donc ça matchait parfaitement en fait. Ça matchait parfaitement dans cette nouvelle relation. Ça marche un temps. Et puis, tu commences à faire ton travail de guérison. Et je sais que tu le fais, vous le faites, parce que vous écoutez ce podcast. Donc tu regardes ton script et tu dis, mais je crois que j'ai envie d'avoir des besoins, moi, en fait. T'as créé assez de sécurité relationnelle aussi avec la personne qui t'accompagne, peut-être, ton coach, ton thérapeute, ton psy, etc. Tu commences à réguler ton système nerveux et maintenant tu dis, mais je pense vraiment que j'ai des besoins. Waouh. Guérir, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est revenir à soi, c'est revenir à la maison, revenir à qui on est déjà. Je regarde mon scénario et je me dis, j'aime plus trop ce scénario. Je sais même plus si je veux en faire partie, en fait. Et puis je retourne dans ma famille. Il y a des tensions. Il y a des tensions dans la famille, là, on est le week-end tous ensemble, il y a des tensions, et moi je dis non, je vais aller prendre l'air, je vais aller marcher un peu. Et eux, ils disent, non, là, tu dois aller parler à ta grand-mère, tu dois aller résoudre les problèmes, il y a ta cousine en haut qui fait la tête, va leur parler, nous on se sent tous pas bien, là, il faut qu'elle se réconcilie. Et tu dis non, j'ai besoin d'espace, là, moi je vais marcher. Et en faisant ça, ce que tu dis vraiment, c'est, voilà mon nouveau rôle, est-ce que je peux être dans votre pièce de théâtre ? Les personnes autour de toi, elles vont te dire non. Elles vont te dire que tu dois reprendre ton rôle, parce que si tu lis pas ton script, c'est tout le système qui est compromis. Un système familial, surtout dysfonctionnel, il fonctionne tant que chacun est dans son rôle, tant que chacun lit son script. Donc quand tu commences à être sur ce chemin de guérison et à revisiter ce rôle, tu vas faire face à la résistance de ceux qui n'ont pas fait le travail de leur côté, qui se sentent menacés par ces changements que toi t'opères pour toi-même dans ton rôle. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ?
c'est là où on commence à poser des limites. Je te renvoie à l'épisode 19 sur le people pleasing. Sur ce sujet, je vais pas m'étendre sur ce sujet parce que là, l'épisode, il serait vraiment bien trop riche. Mais qu'est-ce qu'on commence à faire à ce moment-là? On commence à poser des limites. Peut-être que ça veut dire prendre de l'espace, peut-être que ça veut dire prendre de la distance pour un moment. Commencer vraiment à se poser la question, qu'est-ce qui est OK pour moi et qu'est-ce qui est plus OK? Est-ce que les personnes autour de moi, dans le système familial, elles sont ouvertes à avoir un nouveau rôle elles aussi, à avoir un autre rôle? Et quand on est sur le chemin de guérison, c'est la même chose qui peut se jouer dans la relation de couple. On va appeler ça la renégociation. On prend chacun nos scripts et puis on dit écoute, le scénario qu'on est en train de jouer là, je sais pas trop si je l'aime. Est-ce qu'on créerait pas un nouveau scénario? Est-ce que ça te dit on crée un nouveau scénario? Alors, c'est pas facile non plus dans la relation de couple, peut-être que l'autre il est pas d'accord du tout, et là, bon, là voilà, il y a des décisions à prendre, ou peut-être que l'autre il est d'accord d'essayer de changer et d'écrire ce nouveau scénario, mais son système nerveux lui dit que c'est dangereux, il y a des parties d'elle qui ont des doutes, des parties protectrices d'elle qui commencent à venir là et à monter la garde, alors voilà, il y a des peurs, il y a des doutes, mais on peut, avec le temps, on se laisse le temps, on se donne de l'espace et on peut créer ce nouveau scénario dans lequel justement il y a de la place pour qui on est, pour chacun de nous, les deux parties, pour qui on est vraiment et pour toutes ces parties de nous. Et ça, c'est la beauté de la renégociation des relations qui est pas toujours facile et qui peut être un peu un rocky road parfois, un chemin avec voilà des pierres, des obstacles et tout, mais qui est source aussi. Elle aussi, cette renégociation en elle-même, elle est à la fois la conséquence de notre guérison personnelle et elle peut être source d'énormément de guérison aussi au sein de la relation. Alors pourquoi les relations, elles peuvent catalyser le changement et la guérison à ce point-là? Dans les années 50, il y a un psychothérapeute qui s'appelle Murray Bowen, qui est vraiment un des pionniers de la thérapie familiale. Et ces concepts, ils sont toujours étudiés aujourd'hui, même si voilà, maintenant avec tout ce qu'on sait sur le trauma, le système nerveux et tout, il y a certains concepts qui ont été critiqués, mais ici je vais juste emprunter certains concepts qui me parlent personnellement parce qu'ils permettent d'avoir justement une plus grande conscience de ce qui se joue dans notre système familial et de pouvoir prendre des décisions et peut-être d'agir d'une façon qui est plus en accord avec ce qu'on veut vivre à partir de maintenant. Donc déjà, Bowen, il nous dit que si une des personnes change dans la relation et que ce changement il est significatif et maintenu dans le temps, la relation, elle va changer. Pourquoi? Parce que l'autre, il n'a pas le choix que de s'adapter. Tout simplement parce que les signaux qui sont envoyés par la personne qui change, ils sont différents maintenant. Et quand on connaît le système nerveux, ça a du sens, en fait. Si je suis en permanence dans un état de survie, les signaux que j'envoie sont ceux du danger. Alors que si je change, que je régule mon système nerveux, l'autre, il commence à recevoir des signaux de sécurité. Donc forcément, la réponse en face n'est pas la même. Si je change, la relation change. Ça paraît évident dit comme ça, mais combien de fois dans nos relations on attend que ce soit l'autre qui change? Ah, s'il faisait plus ça, ah, s'il changeait, tout serait mieux. Donc si je change, les relations changent. Et Bowen, il nous dit aussi que nos relations nous changent. Donc je change, la relation change, et nos relations nous changent aussi. C'est vraiment dans les deux sens, et ça c'est très intéressant. Un concept qui est important, c'est ces deux pôles, en fait, la différenciation et le fait d'être ensemble. Et dans une famille, on est toujours tiraillé, en fait, pas forcément de façon négative, mais tiraillé entre ces deux énergies, le fait de me différencier, d'être complètement moi-même et d'appartenir au groupe. Bowen, il nous dit qu'il y a de la place pour les deux, et l'objectif, c'est d'avoir les deux. Alors, un exemple de différenciation et de comment la relation peut nous changer. Prenons l'exemple de parents qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. Peut-être que vous vous êtes retrouvés dans cette situation-là aussi, où vos parents, voilà, je sais pas moi, vous voulez, je sais pas, aller faire de la permaculture et eux, ils veulent que vous soyez médecin. Voilà, un exemple hyper cliché. Mais voilà, des parents qui s'inquiètent quant à l'avenir de leur enfant, qui disent « Ah, t'es pas très bon à l'école, nan, nan, etc. » L'enfant, il arrive à l'adolescence, il se dit « Oh, c'est quoi ces vieux-là qui comprennent rien ?» Il se différencie de plus en plus, il s'oppose même, il commence à vraiment être complètement en opposition avec les parents. Or, on ne s'oppose pas s'il n'y a rien à opposer, enfin, s'il n'y a rien en face contre lequel s'opposer, en fait. Donc, si les parents, ils changeaient la chose à laquelle l'enfant s'oppose, eh ben, tout changerait. Si les parents, d'un coup, ils commencent à dire « Ok, on sait que tu vas réussir parce que si tu aimes, tu vas réussir et on le sait. » Il y a plus rien contre lequel s'opposer, en fait, en face. Donc là, si les parents changeaient, la relation changerait. Mais et souvent, ce à quoi l'enfant doit s'opposer, c'est à la peur des parents. La vision des parents, elle est beaucoup plus basée sur leur peur que sur la réalité de l'enfant. Et si on prend l'enfant, dans cet exemple-là, l'enfant, lui, il va bien. Là, c'est vraiment un exemple de comment les relations peuvent nous changer. L'enfant, il va bien, mais c'est la relation avec les parents qui l'affecte. Donc voilà une illustration de comment nos relations nous changent. Et c'est pour ça que
t'es sur ton chemin de guérison, tu vas bien, tu te laisses de plus en plus traverser par les émotions, tu te sens de plus en plus solide, et puis hop, c'est Noël, tu retournes dans ta famille, ou pour je sais pas quelle occasion, et tu commences à réagir à tes parents, alors que avant, t'arrivais à être dans la réponse plutôt que dans la réaction, mais là, tu recommences à être dans cette réaction hyper rapide. Tu commences à réagir à tes parents, à revenir dans les mêmes processus que quand t'avais 10 ans, et tes parents, eux aussi, commencent à se comporter comme quand t'avais 10 ans. C'est vraiment, on retombe dans ce processus automatique de la relation, comme si la relation, elle a une dynamique en elle-même, hein, et on revient dans ce processus automatique de la relation qui s'est développé avec le temps. Et pour changer ça, il faut qu'il y ait une des personnes de la relation qui commence à changer son fonctionnement, qui commence à avoir un comportement beaucoup plus autonome en fait au sein de la relation, qui commence à dire non, moi maintenant, mon comportement il est guidé par mes valeurs, par qui je suis, par ce que je pense, par mes expériences de vie et plus par ces dynamiques un peu automatiques comme ça de la relation. Idéalement, cette différenciation qu'on fait, et c'est souvent ce qui se fait quand on est sur un chemin de guérison, elle me permet d'être dans ma famille en étant moi-même. L'idée, c'est pas de réagir en disant « mais vous me comprenez pas, je veux plus jamais vous voir, merci, au revoir, de prendre ma voiture et puis c'est fini ». Idéalement, ça nous permet d'être différenciés et ensemble en même temps. Alors, encore une fois, au début, on peut passer par des phases. Au début, on peut passer par des phases où on a besoin de poser certaines limites et peut-être que ça implique justement de prendre cette distance dont on a besoin pour juste faire le point avec nous-mêmes et nous demander en fait c'est quoi maintenant mes valeurs, qui je suis, etc. Et puis pouvoir revenir de façon plus authentique dans la famille. Je prends quelques secondes de cet épisode pour t'annoncer que j'accueillerai 16 nouvelles personnes en coaching à partir de fin octobre. Si tu veux accomplir des choses, que tu as des projets ou que tu sens que tu as besoin de changements profonds dans ta vie, mais que tu as la sensation qu'une force invisible te retient, que tes efforts ne paient pas, peut-être que tu as déjà fait un bout de chemin toi-même, mais tu sens que tu butes sur des sujets qui reviennent tout le temps, que tu es anxieuse et que tout ça, ça te donne l'impression de fonctionner mais pas de vivre pleinement, alors ce programme est pour toi et je t'invite à rejoindre la liste d'attente. Je vais partager très bientôt tous les détails du programme et des super bonus aux personnes qui auront rejoint la liste. J'insiste sur le point de la liste d'attente parce que j'ai beaucoup de demandes et j'enverrai les infos vraiment qu'aux personnes qui sont sur la liste. Je me réjouis immensément de pouvoir t'accompagner et on retourne à notre sujet du jour. Donc si on le prend en 2 étapes, ce processus de différenciation et qui est hyper important dans le processus de guérison, parce que si je suis anxieuse à chaque fois que je reçois un SMS de ma sœur, si rien que la relation en elle-même avec mes parents me rend anxieuse, etc., c'est hyper important ce processus de différenciation dans le processus de guérison. Donc ma première étape, ça va être déjà d'observer, en fait, juste les dynamiques familiales, sans essayer de rien réparer, juste j'observe. Peut-être que ce que je vois dans ma famille, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de respect des limites, par exemple. Et il y a beaucoup de familles où c'est comme ça. Ça ressemble à quoi, une famille où il n'y a pas de limites ? C'est écouter les conversations, c'est lire les journaux intimes les uns des autres, alors qu'on n'est pas censé le faire. C'est penser en troupeau. Alors ça, la pensée en troupeau. Dans la famille, on est comme ça. Voilà ce que nous, on pense. Ça peut être les parents qui confient des choses aux enfants sur leur couple. Ça peut être la grand-mère ou ta mère qui arrive toujours sans prévenir chez toi, être tout le temps en train de s'écrire, de s'appeler, mais de façon excessive. Ça peut être des membres de la famille qui partagent des informations privées en dehors de la famille, sur d'autres membres de la famille sans le dire. Moi, ça m'est arrivé au moment du divorce de mes parents où mon père est allé faire le tour du voisinage en racontant tout ce qui se passait dans notre famille. Voilà, et moi, après, il a fallu que je travaille avec des parties de moi qui portaient de la honte de façon très, très intensive. Donc voilà, ça peut être des exemples de familles où il n'y a pas de limite. La triangulation aussi. La triangulation, magnifique phénomène de l'absence de limite. La triangulation, c'est quand il y a beaucoup de tension, d'anxiété entre 2 personnes dans une relation, et puis elles vont chercher un élément tiers pour faire redescendre la pression, en fait. Donc ça peut être un couple qui se dispute, et puis l'enfant, il fait des bêtises pour les détourner du conflit. Ça peut être un couple qui a perdu confiance en sa capacité à communiquer, et du coup, il regarde tout le temps la télé. Et dans ce cas-là, l'élément tiers, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être la télé.
Un exemple personnel, moi, mon père, pour revenir sur l'exemple, du divorce de mes parents, mon père, il a jamais digéré le divorce avec ma mère et donc même des années après, il continuait à avoir des comportements assez, je vais les appeler immatures, voilà, à pas lui répondre sur des questions toutes bêtes, hein, administratives et tout ça. Et donc ma mère, elle me demandait: «Est-ce que tu peux dire à ton père de me répondre sur, X sujet ou Y sujet?» et cetera. Donc ça, c'est un exemple de triangulation. J'ai une cliente en coaching qui me racontait qu'ado, elle était, en très grand conflit avec son père et puis ils étaient tous à table et puis devant elle, hein, son père disait à sa mère, «Est-ce que tu pourrais dire à Marie», on va l'appeler Marie pour des questions d'anonymat, «Est-ce que tu peux me dire à Marie de me passer le sel?» Magnifique exemple de triangulation, peut-être le meilleur exemple de tous. Donc ça, c'est des familles comme ça où il y a pas de limite dans le sens où on se retrouve, embarqués dans des choses qui sont pas du tout les nôtres, en fait. Et ça peut être source d'énormément d'anxiété pour la personne qui se retrouve à devoir faire baisser la pression de quelque chose qui ne lui appartient même pas. Et puis la deuxième étape, on se pose la question. Donc on a observé, ok, tout ce qui se passait, on a amené beaucoup de conscience sur tout ça, et c'est pas forcément facile, hein, déjà cette première étape. Et puis deuxième étape, on se pose la question, comment est-ce que je peux être plus libre dans ces relations familiales? Comment je peux être libre, en fait, juste pas plus libre? Comment je peux être libre au sein de ces relations familiales? Parce que ça, c'est le point très important. La différenciation, elle n'est pas faite pour changer l'autre. Et souvent, c'est ce qu'on a tendance à faire, hein. Ah, s'il changeait, tout serait mieux. La différenciation, c'est de dire, tu fais ce que tu veux. Moi, je veux être libre. Je veux être la version de moi-même la plus consciente, la plus responsable dans cette relation. Et la relation, si nous, on fait ça, inévitablement, elle va en être changée. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, l'autre répond constamment à mes signaux. Et si les signaux changent, il peut plus réagir et répondre à la même chose, en fait. Donc, il peut plus réagir ou répondre de la même façon. On est d'accord, ça demande des efforts. On est absolument d'accord là-dessus. Alors si en entendant tout ça, tu ressens de la colère pour tes parents, je t'invite à faire de la place pour ça. C'est OK d'être en colère contre ses parents. Pour moi, c'est 2 choses différentes. De dire que c'est de leur faute et d'être en colère, c'est 2 choses complètement, différentes. Donc laisse-toi traverser par cette colère, c'est aussi, une étape du chemin de guérison. Quelque chose, moi, qui m'a aidée, c'est est-ce que je peux commencer à voir mes parents comme des voyageurs sur cette planète, en fait, qui voyagent avec moi? Je les mets pas sur un piédestal, mais je les pousse pas dans le fossé non plus. C'est des voyageurs qui font de leur mieux, qui ont leur propre chemin de guérison eux aussi. Et puis j'essaie de voir ça. Ça n'est pas toujours facile. Et plus l'intensité des erreurs est forte, plus c'est difficile. Bien sûr. Si, je sais pas, mon père était en prison, si ma mère consommait des substances et qu'on m'appelle au milieu de la nuit pour faire quelque chose, bien sûr, c'est difficile. Et ça veut d'ailleurs pas dire que je dois aller à la rescousse à chaque fois. La différenciation, c'est de dire quelle est la réponse la plus consciente et responsable ici, quelle est la réponse qui est en accord avec mon code de conduite. Ce qu'on doit faire, en fait, c'est être de plus en plus confortable avec l'inconfort émotionnel que la relation génère. Et plus je suis OK d'être inconfortable au sein de ces relations dans le système familial, plus je peux observer, en fait, sans essayer de réparer tout de suite. Parce que souvent, ce qu'on essaye, c'est de réparer tout de suite. C'est les quick fix. C'est les choses qui nous soulagent vite, mais qui souvent amènent des complications à long terme. C'est par exemple, oui, je vais dire oui pour être tranquille, alors que j'ai envie de dire non. Et puis après, du coup, la personne, elle imprime que moi, je dis oui tout le temps, puis elle continue à venir me voir, puis je m'embourbe un peu là-dedans. Donc, j'ai fait ce quick fix qui m'a soulagée sur le moment, mais en fait, c'est pire à terme. Donc, c'est d'observer ça, et puis c'est de dire, ok, en fonction de qui je suis, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, mon code de conduite, mon éthique, tout ce que j'ai choisi là, ces valeurs pour moi-même, comment j'aimerais répondre. Bowen, il disait 50% pour le groupe, 50% pour soi. En fait, c'est 100% pour les deux. 100% pour moi, 100% pour le groupe. Je suis complètement moi-même, tu es complètement toi-même, et on va voir où nous mène la relation. Et chacun des membres de la famille est complètement soi-même, et voyons comment ce système familial évolue. Donc on a vu que c'était dans les deux sens. Je change, la relation change, et la relation me change aussi. Et c'est parce que nos relations, elles ont tant d'influence sur nous qu'elles peuvent aussi être source d'énormément de guérison. Parlons du phénomène de rupture et réparation. Pourquoi est-ce qu'il y a des ruptures et comment est-ce qu'on les répare?
Comme beaucoup de choses, il faut parler de nos mécanismes de protection et de ce circuit à l'intérieur de nous qui nous protège. Et ça commence avec la neuroception. C'est ce terme, la neuroception, qui a été créé par Stephen Porges. La neuroception, c'est cette capacité de notre système nerveux à détecter le danger et ce scan permanent qui se fait hors de notre conscience, que fait notre système nerveux. Donc c'est notre détecteur de danger et il est dans le tronc cérébral. Il faut savoir que notre détecteur de danger, dans nos situations et dans nos relations présentes, il essaye toujours de trouver quelque chose qui lui rappelle quelque chose de similaire. Donc par exemple, quand on est en couple, qu'est-ce que notre détecteur il regarde? Je vais prendre l'exemple du couple, là, ok, pour parler des ruptures et des réparations, parce que c'est plus simple. Mais ça pourrait être aussi dans une relation avec ma sœur, avec mon frère, etc. Mais prenons le couple. Qu'est-ce que mon détecteur de danger il regarde et qui lui rappelle quelque chose de similaire? Ok, en couple, on est très proches et je vis avec la personne. Tiens, comme mes parents. J'étais très proche d'eux, je vivais avec eux. C'est la personne la plus proche de moi. Même si mes parents, ils n'étaient pas très disponibles émotionnellement, ça a été les personnes les plus proches de moi pendant très très longtemps. Ok. Je compte sur cette personne. Je comptais sur mes parents aussi. Donc il y a plein de choses déjà que cette neuroception-là, elle voit et qu'elle détecte dans le couple qui ressemblent très 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 fortement à la relation que j'ai avec mes parents. Donc qu'est-ce qu'il va faire, notre circuit de protection? Il va aller voir l'enfant à l'intérieur de nous, il va dire « Qu'est-ce qui était dangereux ? J'étais négligée. Mes besoins n'étaient pas remplis. On m'enlevait ma vérité, on me disait que tout va bien, rien n'est arrivé, pleure pas, etc. Alors que moi, je ressentais tout autre chose. J'étais abandonnée, etc., etc. Mettez-y là, qu'est-ce qui était dangereux quand j'étais enfant? Mettez-y votre expérience là, à cet endroit-là. Mais voilà, qu'est-ce que toi, t'as vécu? J'étais le sauveur, etc., etc. Ok, qu'est-ce qui était dangereux? Et puis, il va matcher tout ça. Prenons un exemple. Quelque chose de super s'est passé au travail pour moi, je veux vraiment partager ça avec mon compagnon, je rentre, on est au dîner, je suis en train de raconter la chose en question, son téléphone vibre, il prend son téléphone, il regarde. Donc à ce moment-là, il se désengage de la conversation. Et là, mon détecteur de menaces, il va regarder cette situation et il va dire « Qu'est-ce que ça me rappelle ?»« Ah, je me rappelle. » Et là, ça y est, le passé, il commence à se superposer au présent. Tous les moments où je rentrais de l'école et où je voulais partager quelque chose et il n'y avait personne pour écouter. Ah, c'est exactement la même chose. Mes parties protectrices de moi pensent ça, que c'est exactement la même chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand mon compagnon prend son téléphone, ce qui est ok en soi, me voilà avoir une réponse de quand j'avais 8 ans, quand il y avait la douleur de pas être vue, pas être comprise, de pas être importante, qu'il y avait personne pour moi. Et dans ces moments-là, on peut se sentir complètement hors de contrôle, parce qu'il y a des parties très jeunes de nous qui sont présentes dans le système, souvent des parties exilées, c'est comme ça qu'on les appelle en IFS, je vous renvoie à l'épisode 26, si vous voulez approfondir ce sujet-là. Donc je me sens complètement hors de contrôle, les parties jeunes de moi, elles ont inondé le système finalement, et on peut se sentir vraiment exactement comme quand on avait cet âge-là, abandonné, je ressens de la douleur, je ressens une tristesse profonde, peut-être de la déception, etc. Et donc mon détecteur de menaces, il superpose là mes parents sur mon partenaire. À ce moment-là, mon partenaire, c'est mes parents, en fait. Donc les exilés ont envahi ce système, qu'est-ce que mes parties protectrices vont faire? Elles vont me protéger, comme elles le faisaient quand j'étais jeune. Si je me sens en sécurité dans la relation, peut-être que je vais pouvoir me mettre en colère et être dans l'agression. Non mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas cool, et tout, je vais être dans l'agression saine, mais je vais pouvoir exprimer ma colère, celle qui me permet de protéger mes limites. Disons que je pars pas en sympathique, que je pars plutôt en dorsal, en shutdown. Et là, je me ferme complètement. Je partagerai plus rien avec toi, je suis tellement blessée, je sais même pas ce que je fais avec toi. On fait ça, dans ces situations-là. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Mettons que lui, mon compagnon, il était critiqué tout le temps par ses parents. Moi, je suis pas ses parents, mais son détecteur de sécurité, il fait le même processus. Ah, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça me rappelle? Etc. Et lui, il commence à être sur la défensive. Et là, on se retrouve avec deux armées de parties protectrices l'une en face de l'autre. Vous pouvez vraiment vous imaginer ces personnes en costume médiéval, les soldats du Moyen-Âge. Moi, c'est vraiment ça que je vois quand on est dans ces situations-là, hyper activés. Nous voilà avec deux armées de parties protectrices l'une en face de l'autre. Et on se voit comme des ennemis. Tu vas me blesser. Et quand on est hyper activés tous les deux comme ça, on se voit même plus comme des partenaires de vie, en fait. On voit juste nos parents en face. Il n'y a que des signaux de danger. On peut plus s'entendre parce qu'on est inondé de cortisol et des hormones du stress, donc notre cortex préfrontal, la partie de notre cerveau qui nous permet de raisonner, de dire le présent c'est le présent, elle est hors ligne, donc on s'entend plus. On superpose le passé sur le présent, on se sent complètement dépassé parce qu'on a les émotions d'un enfant de 8 ans à ce moment-là, et on va chercher les ressources qu'on avait quand on était enfant. Si tu écoutes ce que je suis en train de dire là, et que ce genre de situation, ça t'est déjà arrivé, que tu dis ça c'est moi,
tu n'es pas seule. Et c'est exactement le travail que je fais en coaching avec mes clientes. Je les guide dans comment est-ce qu'on peut commencer à gérer ces situations depuis le self, en fait, et plus depuis ces parties protectrices. Pour illustrer à quel point t'es pas seule, je vais prendre un exemple personnel, parce que j'aime bien prendre des exemples personnels. C'est très parlant, qui m'est arrivé il y a quelques semaines, et qui m'a vraiment marqué, parce que ça a été très clair, en fait, avec les parties de moi. Mon compagnon était parti, pas loin d'ailleurs, chez les voisins, il n'avait pas pris son téléphone. Et il commence à faire nuit, il rentre pas, moi j'avais préparé le dîner et tout, je savais qu'il était allé couper du bois. Nous on habite dans la montagne, hein, donc on doit couper le bois pour se chauffer l'hiver. Et donc très certainement il était allé boire des bières avec les mecs après avoir coupé le bois, et ok, rien de bien grave là-dessus. Mais le fait qu'il ne me prévienne pas, et il fait ça assez souvent, ça m'active énormément. Et me voilà ultra activée. Alors d'abord la colère, mais énormément de tristesse, et ultra activée, l'appétit coupé, je me dis oh là là. Et ces réactions émotionnelles très intenses, c'est ça qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Donc moi j'ai beaucoup travaillé sur les parties de moi, donc ça me met la puce à l'oreille. Ok, je laisse le dîner, je vais dans mon petit espace, mon petit cocon que j'ai à la maison, et je vais à l'intérieur et je dis ok, j'écoute, montrez-moi, qu'est-ce qu'il y a là? Et ça m'emmène dans une situation de l'enfance, ok, je reste là, je savais pas trop si c'était exactement ça, et puis ça m'emmène dans une autre situation, et là, je me dis, ah, ok, nous y voilà, et là, je commence à sangloter, ça vient les énormes sanglots. Et ce qui m'est venu, c'est toutes les fois où mes parents se disputaient, où mon père quittait la maison. Il quittait la maison, il partait en voiture parce que ça le calmait. Il quittait la maison, et moi, dans ces moments-là, je me sentais complètement abandonnée, coupable à la fois, parce que j'avais l'impression que c'était de ma faute alors que ça n'avait rien à voir avec moi, mais voilà. Il y avait de la culpabilité, il y avait de la tristesse, il y avait de la peur de qu'est-ce qui va se passer, est-ce que toute la cellule familiale va exploser, il y avait du désespoir, enfin il y avait tout ça à la fois, et c'est exactement ce qui était en train de se rejouer à ce moment-là. Donc juste pour prendre cet exemple personnel, moi j'ai de plus en plus appris à faire cette pause, à être avec les parties de moi, et puis à revenir ensuite dans la relation, en relation, quand les parties de moi, elles sont à nouveau là. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire, en fait. À revenir quand les parties adultes de nous, elles sont à nouveau là. Et à ce moment-là, on peut à nouveau se voir, s'entendre et dire « Ah, c'est mon partenaire. Ah ok, t'es mon partenaire, t'es pas mon parent, en fait. Cool. Le téléphone, c'était pas cool, mais c'est mon partenaire. C'est pas mes parents. » Et ensuite, on peut parler pour les parties de soi. Et notez la différence ici, hein. C'est pas les parties de moi qui parlent, c'est moi qui parle pour elles, en utilisant le « je ». Quand tu te désengages et que tu prends ton téléphone, je me sens abandonnée, Ça, ce que ça déclenche en moi, C'est pas toi qui m'as fait me sentir comme ça, c'est le fait que t'aies fait ça. Donc déjà, c'est beaucoup plus digestible pour l'autre aussi. Ça m'a rappelé quand j'étais petite, qu'il y avait personne à la maison et que je me sentais tellement vide, triste, etc. Et on peut être vulnérable ici, en fait. Si on veut pouvoir être dans la compassion et avoir cette compassion de la part de l'autre aussi, on a besoin d'être vulnérable ici. Et puis ensuite, on peut faire une demande. Voilà, est-ce que, quand on dîne ensemble, par exemple, est-ce qu'on peut ne pas avoir nos téléphones avec nous? Ça serait cool qu'on n'ait pas nos téléphones pendant le dîner. Et votre partenaire, il va dire « Oui, je comprends, en fait, maintenant ça a du sens, je comprends, et je veux pas du tout que tu te sentes comme ça, en fait, bien sûr qu'on peut faire ça, il n'y a pas de problème. » Donc, il y a des ruptures dans les relations, bien sûr, mais ce qui indique une relation saine et qui du coup va pas être source d'anxiété, une relation dans laquelle je m'épanouis, je me sens bien, et où les signaux sont ceux de la sécurité, où il y a de la co-régulation, où il y a cette réciprocité, cette co-régulation et l'espace, les trois choses dont je parlais au début. Ce qui indique une relation saine et qui dure, c'est si la réparation, elle se fait rapidement. Quand je vous donne ces exemples, c'est pas pour dire on fait tout bien avec mon compagnon ou je sais pas quoi, c'est toujours, je pense, work in progress. Il faut voir cette relation comme un espace qu'on crée. Je pense que c'est très constructif, ça. Mais nous, on s'est beaucoup entraîné dans la réparation. Et maintenant, la plupart du temps, quand il y a une rupture, c'est vraiment 5 minutes. Il faut 5 minutes pour que l'un d'entre nous dise, souvent c'est lui, et ça c'est une chose sur laquelle je travaille encore de mon côté, que lui il dise avec humour, bon c'est bon, on a terminé, on peut s'aimer à nouveau, voilà, et on parle des choses, on parle de comment ça nous a fait sentir, et c'est fini. Et ça c'est magnifique en fait, et c'est magnifique pour quelqu'un comme moi qui avant, vraiment, pouvait rester des heures dans le silence après une dispute. Je pouvais rester des heures dans le silence sans savoir comment en sortir, alors que tout ce que je voulais c'était d'être connectée à l'autre dans ces moments-là, mais
j'arrivais pas. Les parties protectrices de moi, elles montaient tellement la garde que c'était impossible. Mais maintenant, tout est beaucoup plus facile, tout est hyper fluide parce que j'ai travaillé avec les parties protectrices de moi. Elles me font confiance et elles savent que d'aller dans la réparation, c'est pas dangereux, en fait. Les relations, elles peuvent nous guérir. Et elles peuvent guérir pas juste la relation. Les relations, elles peuvent nous permettre de guérir toutes ces parties de nous qui ont été blessées dans le passé et de leur montrer que maintenant, regarde, c'est safe, en fait. D'être dans le dialogue, d'être dans la communication, d'aller dans la réparation. C'est le travail qu'on fait en coaching et c'est un travail qui est hyper guérisseur et qui guérit pour la vie, en fait. Quand on a travaillé avec nos parties protectrices, on peut vraiment gérer ces situations depuis un autre espace. Donc souviens-toi, tu n'es pas seul, tout ça a du sens, toutes les parties de toi ont du sens. Merci de faire ce travail, merci d'être en chemin, je te vois, je t'honore, je te célèbre et je me réjouis de te retrouver en coaching, de pouvoir t'accompagner et de te retrouver très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.